Grand 3, économie biblique et économie politique. Donc grand A, l'économie biblique. La religion s'est fondée sur cette problématique. 2 points. L'homme est condamné à survivre à cause du péché. Adam et Ève, ayant fauté, sont exclus du paradis terrestre et condamnés à gagner leur vie à la sueur de leur front. Le travail se fera moyen de la rédemption, du rachat, entre parenthèses, camp de travail. Quelles que soient les interprétations, la signification du travail apparaît en son universalité. C'est la raison de vivre, soit comme niaiserie moraliste, soit comme explication de l'existence. Petit 1, le paradoxe de l'économie biblique. Il est temps, dans notre restauration de la statue de Condillac, de l'interroger sur son économie politique, de lui faire cracher le morceau, qu'elle nous révèle comment elle s'y est prise pour exister sans moyen d'existence, reconnu par les économistes. Cette économie politique est donc déjà en cours, assez avancée même. Elle se constitue selon un énorme paradoxe. 2 points. Le processus identitaire devient le procès de production du consommateur, production de la nature du consommateur. Que l'objet à consommer soit produit, cela peut être reconnu par l'économie politique classique. Mais le consommateur, c'est bien son besoin qui est produit par toute la généalogie que nous avons proposée. Il est anthropologique. Il achève un très bon parcours. C'est pourquoi, en toute légitimité gnoséologique, nous la menons maintenant comme auto-engendrement. Ce qui nous renvoie au message divin. Tu gagneras ton pain à la sueur de ton front. Salut, anthropologie, économie politique et éthique confondues. En écho, ventre affamé n'a point d'oreille. Proverbe qui pourrait illustrer la conception aristotélicienne de la vertu. Petit 2, consommer et produire. Il existe une économie politique originelle qui exprime l'économie politique du « tu gagneras ton pain à la sueur de ton front » et qui est le référentiel implicite du développement de cette science et de toute éthique. Le consommateur ne doit consommer que ce qu'il a produit. Consommation égale production. La vie doit être l'expression de cet ordre, de cette équité, celle biblique, la vie patriarcale soumise à l'Ancien Testament. La remise en question de cet ordre conditionne le péché et le désir, car les deux relèvent du même engendrement. Il y aura, d'une part, C supérieur à P, c'est-à-dire consommer plus que sa production, et d'autre part, P supérieur à C, produire plus que sa consommation. C'est l'assemblage des deux qui crée le péché, le désir, l'exploitation, la lutte de classe, etc. Cela donnera la formule de la jouissance. C supérieur à P et P supérieur à C. Consommer sans produire, parce que l'autre produit sans consommer. La jouissance n'est pas que la simple consommation organique, valeur d'usage. Elle est déjà valeur d'échange, celle de la relation du besoin et de sa satisfaction, celle du producteur, exploité, et du consommateur, exploitant. Nous avons défini le capitalisme moderne comme création de cette monstruosité anthropologique. 2 points. La jouissance sans avoir et sans produire, alors qu'avant, elle n'est possible que par l'avoir, la richesse, et par le travail, le salariat, le pouvoir d'achat. Petit 3. Laïcisation du péché originel. Nous avons laïcisé le péché originel pour proposer les enjeux spirituels de l'économie politique, pour établir comment cette économie politique se constitue en anthropologie. Cette démarche est celle de notre combat contre le néo-kantisme, celui de la scission radicale du domaine et du phénomène, de la matière et de l'esprit, de l'empirisme et du formalisme. Nous proposons la continuité phénoménologique de cette dualité relativiste. 2 points. Le passage du procès de production à l'économie politique. Ce sont les mêmes enjeux, mais d'abord énoncés en leur formalisme spirituel pour devenir l'échange production-consommation, le concret. Mais nous n'avons fait que proposer la mise en scène de ces deux fondamentaux, communs à la problématique spirituelle et à celle de l'organicité sociale. Il faut maintenant établir comment s'accomplit,
en termes dialectiques et historiques, cette relation de la consommation et de la production. Comment le passage du besoin à sa satisfaction se fait-il? Comment s'accomplit le passage du besoin au désir? Comment l'économie politique peut-elle révéler les enjeux spirituels? Donc, après ce grand A qui était l'économie biblique, on passe au grand B, l'économie politique et l'autre. Petit 1, comment survivre quand on dispose des conditions d'existence sans les moyens d'existence? Faut-il souligner l'urgence et la nécessité de la réponse? On doit procéder à deux intentions. L'autre est l'économie politique, les deux se proposant selon une relation d'engendrement réciproque pour créer le désir. Le désir est créateur, a pu dire un idéologue gauchiste. Je crois que c'est Deleuze. Hein. Oui. Et alors, ce n'est pas beau à voir. C'est même le contraire de ce que revendique l'utopie. C'est l'autre comme proie ou comme moyen, instrumentalisation. Et c'est la création de l'économie politique, son achèvement plus exact. Nous n'avons évoqué le désir qu'allusivement. C'est qu'il n'apparaît qu'à un niveau très élaboré de la phénoménologie. C'est quand le besoin est satisfait que peut apparaître le désir. L'autre est ce processus par lequel le besoin peut être satisfait. C'est une intentionnalité dirigée par le besoin. C'est le procès de consommation qui décide de ce qu'est l'autre, de ce qu'il peut être et devoir faire. Il n'y a pas un besoin, élaboré a priori, mais fabrication, modelage de l'autre. Celui-ci est préfiguré par le besoin. Il n'est qu'un transfert du besoin. Aussi doit-on écarter tous les attributs parasites et idéologiques qui voudraient faire croire à une essence économique ou relationnelle de l'autre. Égoïsme, méchanceté, violence, agressivité. L'engendrement réciproque, donc petit 2, l'engendrement réciproque du désir, de l'économie politique et de l'autre. L'autre n'est ni innocence, ni péché, ni bon sauvage, ni méchant homme. Il est purement utilitaire. Il est le moyen de l'achèvement identitaire, comme un organe de plus. Le soi-même, ça fait lui-même. Pour satisfaire son besoin, il décide du moyen. Deux points. L'autre, instrumentalisé, service, force productive. La relation à l'autre n'est que l'apport final de la complétude identitaire. Elle ne fait qu'accomplir un processus parti de très loin qui achève son existence en s'octroyant l'usage de l'autre. Cette élémentaire situation de l'identitaire et de l'autre nous permet de constituer une phénoménologie à trois vecteurs d'engendrement réciproque. L'autre, l'économie politique, et le désir. Ces trois généalogies seront décisives de la nature humaine. Les moments de constitution de l'autre seront l'acquisition des fondements de l'économie politique. Et celle-ci sera la réalisation du désir. Cette phénoménologie est celle de la transmutation du besoin en désir, la généalogie de ce qui deviendra notre inconscient. L'énorme paradoxe de cette phénoménologie est bien que le désir soit créateur de ses conditions d'existence et que celles-ci soient les conditions de l'économie politique. Le désir, pour se servir de l'autre, doit créer les conditions objectives de l'existence de l'autre. Grand C. Éliminer, conserver, exploiter. Petit 1. Éliminer, conserver. Deux points. La prédation, la domestication. Cette phénoménologie doit établir comment l'économie politique se fait constitutive du naturel, comment on passe de la sélection naturelle à l'autre comme esclave, c'est-à-dire force productive. Le naturel est la progressive dénaturalisation par l'économie politique. L'homme est un animal parce que prédateur, c'est-à-dire absence maximale d'économie politique. L'échange pour satisfaire le besoin n'est autre alors que la mort, tuer ou être tué. Alors la prédation est le moyen d'une fin légitime. Elle est innocente en tant que participation à l'être et reproduction du genre. Mais déjà l'économie politique la conditionne. Le nécessaire et le suffisant qui servent de mesure à l'économie politique de la survie et de la subsistance ne sont-ils pas aussi la mesure de la prédation? À chacun selon ses besoins? Dieu, la nature humaine, l'éthique ne sont-ils pas mesurables à la même aune que l'économie politique?
il y aurait un minimum vital qui porte en lui-même le principe de l'échange. Ce serait le principe de l'échangisme, de l'évolutionnisme. L'être, en toute innocence, échangerait une vie contre une vie, échange égalitaire et vitaliste. Dieu ordonne, deux points. Tu gagneras ton pain à la sueur de ton front. Deux points. Échange, travail, besoin du minimum vital. Quant à l'éthique, c'est le principe du social, de l'échange égalitaire. Deux points. L'équité. L'animal ne consomme que ce dont il a besoin, pour lui et ses petits. Il a besoin aussi de s'approvisionner au-delà de son immédiat, de stocker même en vue de l'hibernation. Ce surplus doit couvrir les besoins de l'espèce qui sont au-delà de ceux de l'individu. On peut en venir aussi au paradoxe de la prédation. C'est une innocence, une légitimité, une universalité qui sont aussi tueries généralisées. Quand il n'y a pas de moyen d'échange, qui satisfait le besoin, l'échange ne peut être que celui d'une vie pour une vie, la seule chose dont on dispose. Le prédateur a le droit de prédater, puisqu'il est, lui aussi, prédaté. L'état de légitime défense est aussi celui de la légitime agression. Cette relation chasseur-chassé est celle de la réversibilité des rôles. Elle s'organise comme unité des contraires, une autre dualité de complémentarité. Elle porte en elle les raisons de son dépassement dialectique. C'est que la prédation est une fatalité hasardeuse. Toute une fonctionnalité évolutionniste, un achèvement, en est réduit à s'accomplir par le fortuit, par l'aléa. La chasse est aussi nécessaire que la proie est incertaine. Le prédateur est prédaté. Comment faire alors pour échapper à cette fatalité, pour garantir la consommation? Cette interrogation est déjà économie politique. La réponse sera la domestication. Le renversement dialectique est vertigineux. Il faut tout faire pour garantir la survie de cet autre, alors qu'auparavant il fallait tout faire pour le tuer. C'est le fabuleux renversement de sens qu'apporte l'animal politique. C'est la révolution qu'apporte le néolithique. Tuons-le pour le manger? Non, conservons-le pour le manger. Pour manger aujourd'hui et demain. Comme corollaire de point, l'autodomestication. Petit 2. De la prédation à l'esclavagisme. Si l'on met en relation, sans passage par la domestication, la prédation et la dialectique du maître et de l'esclave, on pourrait dire que l'humanité n'échappe à la tuerie généralisée de la sélection naturelle et de la prédation que par l'exploitation de l'homme par l'homme. Cette proposition doit être tempérée et révisée par la domestication végétale et animale qui est à l'origine de la servitude consentie. L'homme, animal domestique. Aussi, les deux déterminations apportées par l'autre sont contradictoires, et ce sera la contradiction originelle du désir. Consommer ou conserver, absorber l'autre ou s'en servir, les deux moyens d'accomplir le besoin quand il n'y a pas d'économie politique, le mode de production, de création de l'objet à consommer par la praxis. L'esclavagisme sera la solution de cette contradiction. Il apparaît en tant que résolution de la problématique posée par la domestication. Il est l'accomplissement du processus identitaire, du besoin qui ne peut que se servir de l'autre comme moyen d'existence. C'est qu'il rend compte d'un surgissement qualificatif à partir du développement quantitatif sur la domestication. Celle-ci commence par la division du travail selon les sexes. L'esclave apparaît au moment où l'accumulation des processus de domestication déborde cette élémentaire et sommaire division. Celle-ci s'avère insuffisante pour intégrer et ordonner les processus diversifiés de la domestication. Alors, l'intervention d'une force de travail qui prendra en charge ce que le couple originel ne peut plus assurer. C'est que la domestication est un développement qui doit concilier son principe et son devenir. L'esclave a cette fonction. Il rend compte des deux modifications de la domestication. C'est d'abord celle de la production, qui, miracle, passe de la survie à l'économie de subsistance. C'est aussi le surgissement d'un surplus de travail que l'esclave doit accomplir. Ce qui permet de libérer la consommation, celle du maître du procès de production, du travail. Alors il se développe l'espace consumériste, spatio-temporel, à tel point qu'il a besoin d'un service spécifique. L'esclave permet à la vie domestique de devenir économie de subsistance. Il marque le passage de la préhistoire à l'Antiquité.
Il est l'expression du transformisme apporté par la vie domestique. Avec le dédoublement maître-esclave, il permet d'apporter une détermination essentielle du principe de plaisir et du principe de réalité. Le désir apparaît en sa pureté consumériste. Deux points. Le besoin assuré par le travail de l'autre, lequel se fait moyen, instrument. Fin du livre 7. Finalement, là, on voit apparaître la fameuse formule C égale P, là, quand même. Enfin. Mais, alors, là, par contre, la formule qui suit, et je ne pense pas que ce soit une erreur de saisie, mais la formule de la jouissance, ça me paraît, pour le moins, fausse, mais bon. Puisque c'est... Mais je m'étais posé la question, je crois, parce que c'est moi qui l'ai sans doute saisi. Et le document initial donnait ça. Mais, donc j'ai répété ça, mais ça me paraît faux, hein, parce que là ça donnera la formule de la jouissance. C supérieur à P, ça on peut comprendre, et P supérieur à C. Alors là, ça serait plutôt la formule de l'éthique. Enfin, ou pas de l'éthique d'ailleurs, de l'exploitation. Oui, mais oui, c'est exactement ça. Enfin, t'as jouissance et exploitation, quoi. Jouissance et exploitation. Quoi. Ouais, c'est ça. Voilà, donc oui, c'est ça. En fait, c'est pas seulement la jouissance, quoi, parce que il y en a un qui est... Il faut les deux. Oui, il faut les deux aussi. Si on comprend Puskar, il faut les deux en fait. Oui, c'est ça, il faut qu'il y en ait un qui consomme et l'autre qui... Les deux sont en relation. Voilà, les deux sont en relation. La formule de la jouissance, mais que de l'un. Par ailleurs, je ne me rappelle plus où il montre, enfin, à un moment donné, il parle du consommateur. Ah oui, elle se constitue. Cette économie politique est donc déjà un parcours assez avancé même. Elle se constitue selon un énorme paradoxe. Voilà, c'est ça. En fait, il a l'air de partir du processus identitaire qu'on a vu auparavant dans les chapitres qui précédaient et qu'il avait l'air de faire apparaître, notamment au moment de la verticalité. Et alors, il associe ce processus identitaire au processus de production, mais du consommateur. Quoi. En fait, pas du... Il associe l'identitaire comme, en quelque sorte, une étape de la constitution du consommateur. Voilà, puis je pense qu'on peut... Et il le reprend après, la page d'après, en 164. Ouais. Il le reprend en page 64 quand il dit l'autre n'est ni innocence, ni péché, ni bon sauvage, ni méchant homme, il est purement utilitaire, il est le moyen de l'achèvement de l'identitaire. Et puis un peu après, la relation à l'autre n'est que l'apport final de la complétude identitaire. Donc il a l'air de lier le processus identitaire, donc, qui est antérieur finalement à ça, à la consommation
au consommateur, à la production du consommateur, voire à la production du consommateur de l'autre, quoi, finalement. Puisque, l'identitaire est lié, d'après ce qu'il dit, donc à la production du consommateur. Et il ajoute, là, par exemple, c'est le procès de consommation qui décide de ce qu'est l'autre, de ce qu'il peut faire et devoir faire. On a tout le paragraphe, je crois, B, donc l'économie politique et l'autre, petit 1, comment survivre quand on dit. Là, en fait, il fait quand même une... voilà, donc c'est vraiment une description qui pourrait s'appliquer au libéralisme actuellement, quoi. Donc c'est vraiment l'instrumentalisation, la consommation de l'autre. Je crois que, par exemple, la phrase c'est le procès de consommation qui décide de ce qu'est l'autre, c'est purement une phrase libérale. C'est le procès de consommation, tu instrumentalises l'autre comme pour répondre à ton propre procès de consommation. Je pense que là, si on retournait la phrase, par exemple, et qu'on fasse une phrase donc, anti-libérale, ça serait c'est le procès de production qui décide de ce qu'est l'autre. Donc c'est en fonction de... C'est de penser l'autre. Le libéralisme pense l'autre comme un instrument à utiliser pour sa propre consommation, d'un point de vue pas du tout de l'éthique, justement, de la praxis, l'éthique du procès de production, quoi, parce qu'il serait, elle, plutôt, c'est le procès de production qui décide de ce qu'est l'autre. L'éthique de ne pas consommer, de ne pas instrumentaliser l'autre. Donc je pense que ce paragraphe petit 1, grand B petit 1 me paraît effectivement refléter totalement le modèle libéral. Et il enracine donc cette production du consommateur apparemment dans le processus identitaire, d'après ce qu'il dit. Là, il dit aussi, en écho, ventre affamé n'a pas d'amour. Ça, c'est la phrase du consommateur. Ventre affamé, tu peux utiliser l'autre pour le consommer. Consommer son travail ou le consommer directement. Mais je ne sais pas si c'est forcément l'individu libéral, en tout cas, parce que... Non, non, c'est pas déjà... Enfin, ça a quand même des connotations... non, c'est pas... Je pense que... Oui, en fait, là, il n'est pas forcément en train de définir l'individu libéral. Là, en fait, on est dans une partie où, en fait, il est dans ce qu'il appelle... dans l'économie politique et l'autre. L'économie politique, c'est quand même assez porté. Je sais pas si c'est forcément l'économie libérale, là, en l'occurrence. Je pense que c'est plutôt une anthropologie du désir qui naît, en fait, là. Enfin, après, oui, peut-être que du coup, ça se retrouve... ça se retrouve bien ça se retrouve bien dans le libéralisme. Mais alors là, on remarque que ça se retrouve bien dans le libéralisme, effectivement. Après là, je pense qu'il est plutôt en train d'essayer de poser les briques de ce que c'est que justement le... Il y a aussi un parcours historique, quoi. C'est-à-dire qu'avant même que le désir, en fait, quand il te dit le désir n'apparaît qu'à un niveau très élaboré de phénoménologie, c'est d'abord qu'il y a une espèce de relation entre les deux inventions dont il parle, l'autre et puis l'économie politique. D'abord, il y a l'utilisation d'autre comme satisfaction, quoi, en fait. Avant même le désir, tu vois.
C'est d'abord l'autre comme satisfaction, et surtout l'autre modelé par le besoin, quoi. Et ce besoin n'est pas forcément en tant que tel parasitaire, quoi. Là, ça peut juste être un besoin, effectivement, bah, tu exploites l'autre. Parce qu'on n'en est même pas encore à l'esclavage, là. Hein. Ah non, Tu vois, donc on n'est pas encore dans l'anthropologie libérale. Là. C'est plutôt... le fait que ce soit la domestication, le néolithique, la domestication animale et végétale qui, d'abord, par la division sexuelle du travail et puis ensuite le besoin pour assurer la diversité des tâches, enfin la spécialisation, la division des tâches, donc d'avoir recours à l'esclave. Donc ça c'est une thématique connue. Quelque part, je ne me rappelle plus où, il dit aussi que, je ne sais pas si c'est vraiment, si d'autres sans doute que oui, le fait que ce soit la domestication animale, quoi, qui est faciliter l'auto-domestication, disons, l'esclavage. J'ai l'impression qu'à la fin, c'est quand même des thématiques qui sont déjà un peu connues quand même. Je crois que là où peut-être il est un peu nouveau, donc c'est plutôt le grand A, le grand B, à partir du grand C, le grand C, le grand B, c'est un peu des choses qui sont un peu déjà connues. Enfin, il décrit plutôt, là, il fait un constat du rapport du procès de production et du procès de consommation dans l'histoire. Il n'en dresse pas une éthique de la praxis, donc spécialement là, il établit donc comment le rapport du procès de production et procès de consommation donc, parcourt le début de l'humanité. Ouais, moi, ce que je trouve intéressant, c'est la deuxième partie. C'est-à-dire qu'en fait, il y a 3 niveaux. Tu as le grand B. Oui, c'est ça, oui. Enfin, non, pas le grand B. Non, parce que justement, le grand B, en fait, ça te sert à te faire surgir en fait, une tripolarité entre la naissance de l'économie politique, c'est-à-dire qu'on n'est plus dans le procès de production. On est dans l'économie politique déjà, parce qu'on a bien vu avant qu'il y avait un passage, ce qu'il appelle la laïcisation du processus du péché originel. En fait, ça nous fait passer du procès de production à l'économie politique. Donc à partir de ce moment-là, l'économie politique, ça suggère une relation à l'autre, si tu veux, parce que la question c'est toujours pareil, quoi. C'est de savoir si l'autre précède, si la différence précède l'unité ou l'unité précède la différence. Et là, on est dans une logique de l'identité. Donc en fait, l'autre n'est envisagé que par rapport à soi-même. Donc l'économie politique et l'autre, en fait, c'est tout un jeu, si tu veux, en quelque sorte, c'est une phénoménologie qui laisse après apparaître le désir comme une espèce, alors peut-être pas une excroissance du besoin, si tu veux, mais comme quelque chose qui... comme là il te dit, hein, la réalisation du désir, c'est l'économie politique. Tu vois, il te dit l'économie politique sera la réalisation du désir. Donc à partir du moment où il a posé ces jalons-là, tu as le grand C, en fait, enfin, peut-être que je le comprends, moi, hein, je vois ça de façon très schématique, il te suggère trois ordres qui sont peut-être des modes de production, je ne sais pas si on peut dire ça comme ça, parce que dans le marxisme, l'esclavagisme est un mode de production, mais en tout cas, tu as la prédation, puis la domestication, puis ensuite l'esclavagisme, quoi. Et il montre à chaque fois comment passer du premier au deuxième, et du deuxième au troisième, c'est la résolution d'une contradiction, en gros. C'est-à-dire que la prédation est insatisfaisante parce que dans la prédation, en fait, c'est l'état de base en fait,
la relation entre le chasseur et sa proie, c'est-à-dire que en fait, t'es toujours la proie de quelqu'un d'autre, quoi. Donc tu peux pas te contenter de ça, et pour pouvoir en gros parer à l'insatisfaction devant cette réversibilité des rôles, du coup il faut garantir finalement garantir la consommation. Il faut passer à un stade qui est le stade de la domestication. C'est-à-dire que la domestication, c'est déjà un embryon d'organisation, c'est-à-dire que pour la première fois, on n'est pas en train de tuer immédiatement la proie, on la conserve pour pouvoir la manger plus tard, pour pouvoir en attendre des petits ou autre chose. Et ensuite, après, le problème qui surgit, qui était de savoir si on tuait la proie ou si on la conservait, en fait, fait apparaître un autre problème, c'est qu'une fois qu'on l'a domestiquée, il faut se poser la question de la consommation ou de la conservation. Est-ce qu'on utilise immédiatement l'autre ou est-ce qu'on s'en sert? Et donc là, pour parer, tel qu'il le dit, hein, là je paraphrase presque, hein, pour parer aux insatisfactions de la division originelle dans le couple, en gros, il faut organiser les choses pour pouvoir parer aux excès finalement que la domestication élémentaire n'est pas capable de parer, enfin, auquel elle n'est pas capable de parer, et donc on passe à l'esclavagisme où là il y a l'accomplissement en fait, du processus identitaire. Donc en fait, le processus identitaire il commence dans la prédation. Et il se réalise pleinement, d'un point de vue conceptuel, dans l'esclavagisme, quoi. Là, on a un essai, je pense, de phénoménologie, de l'économie politique, quoi, tout simplement. Voilà. C'est le développement de... Oui, c'est ça, de la prédation jusqu'à l'esclavage. Il dit le renversement dialectique est vertigineux. Oui. Il faut tout faire pour garantir la survie de cet autre, alors qu'auparavant, il fallait tout faire pour le tuer. Pas d'anthropophagie à l'esclavagisme, pratiquement. C'est un progrès. Oui, parce que si tu veux, en gros, ce qu'il dit, c'est ça, c'est qu'avant, dans la prédation, finalement, c'est une dualité de complémentarité. C'est-à-dire que c'est une contradiction, mais il y a une complémentarité entre la proie et puis, enfin, le prédateur et puis le prédé, si tu veux. Et donc, à partir du moment où tu es là-dedans, tu vas. Qu'est-ce que c'est que la résolution de la contradiction? C'est d'identifier l'autre comme toi-même, en quelque sorte. C'est-à-dire que là, en fait, tu fais plus de l'autre quelqu'un que tu nies directement, t'en fais une partie de toi-même, en quelque sorte. C'est-à-dire que tu vas te retrouver justement, à ne plus le tuer, mais à l'utiliser, quoi. Tu vas envisager l'autre comme un moyen, donc tu vas l'intégrer à l'intérieur de ton être. C'est ça l'idée. C'est toujours pour la consommation de l'autre. Hein. Tu le consommes pour le, oui, mais pour le tuer ou pour l'esclavagiser, c'est toujours la consommation. Oui, mais justement, mais c'est ce qu'il explique, c'est que c'est une première résolution de la contradiction entre les deux termes antagonistes, qui était le fait qu'il y ait une proie et puis un chasseur, en gros, et que dans la mesure où en fait tu risques systématiquement d'être chassé, t'es jamais, enfin, c'est ça quoi, c'est que t'es jamais, tu chasses, mais tu es en permanence chassé si tu veux. Et donc, d'ailleurs il le dit, on dit que la chasse est aussi nécessaire que la proie est incertaine en plus. Oui. Donc t'es jamais satisfait, c'est un état vraiment de survie maximale si tu veux. Ah oui. Donc pour pouvoir parer à ça, il faut faire de l'autre un moyen. Voilà. Dans un deuxième temps, parce que voilà. D'abord il y a la domestication végétale et animale se fait par la division sexuelle du travail. Quoi. Le mari, la femme, il le dit à un moment. L'esclavagisme, à proprement parler, arrive après, à partir d'un certain seuil de critique, il faut diviser le travail. En fait, tu as une transformation de la quantité en qualité entre le 2 et le 3. C'est-à-dire que dans un premier temps, là, de la prédation à la domestication, tu résous une contradiction d'abord en passant de la prédation à la domestication. Donc tu utilises l'autre comme un moyen et tu ne te contentes plus de le nier, enfin de le tuer, quoi, de l'anéantir. Et tu as un deuxième passage quoi, qui va de la domestication à l'esclavagisme. Et à un moment donné, il te dit bien que tu as une transformation de la quantité en qualité. Quoi. Je ne sais plus quelle est l'expression exacte,
Mais il te dit en gros, l'esclavagisme est l'accomplissement du processus identitaire. Donc on est bien dans ce processus identitaire depuis le début, mais là c'est l'accomplissement final, si tu veux. Il est l'accomplissement du processus identitaire, du besoin qui ne peut que se servir de l'autre comme moyen d'existence. C'est qu'il rend compte, c'est l'esclavagisme rend compte d'un surgissement qualitatif à partir du développement quantitatif de la domestication. Ouais. Alors que ce soit toujours pris dans le phénomène identitaire, donc oui, parce que finalement tu absorbes l'autre, quoi. C'est ça. Oui, c'est ça. Exactement ça. Ouais. Donc, ça suffit. Donc on est dans la suite. En fait, tu annules la différence en faisant de l'autre, en faisant tien l'autre, si tu préfères. Voilà. Alors en passant, quoi, on peut noter aussi qu'il se situe toujours dans la problématique du rapport de production-consommation, notamment à la fin de la page 164, là où il donne encore un coup de griffe, quoi. Donc en parlant de l'eau, celui-ci est préfiguré par le besoin, il n'est qu'un transfert du besoin. C'est-à-dire que aussi, alors coup de griffe aux sciences humaines et autres, aussi doit-on écarter tous les attributs parasites et idéologiques qui voudraient faire croire à une essence économique ou relationnelle de l'autre. Égoïsme, méchanceté, violence, agressivité. On invite à ne voir, effectivement, à ne se servir que du prisme de la production et de la consommation pour rendre compte de ce développement. Là, pour le moment, on ne voit pas poindre de référence à une quelconque éthique, quoi. Donc, simplement le descriptif. Voilà, c'est peut-être plus tard, donc il développera à partir de ces bases, ces prémices. Peut-être qu'il arrivera à en déduire des choses du point de vue du politique, quoi. Enfin, quand même, au niveau de l'éthique, quand même, il y a un passage quand même qui pourrait être effectivement tiré vers l'éthique, vers le politique. Je pense que c'est le passage, la page 164, où il dit le désir créateur a pu dire un idéologue gauchiste. C'est Deleuze. Oui, et alors ce n'est pas beau à voir. Voilà, donc quand le désir est créateur, c'est pas beau à voir. C'est même le contraire de ce que revendique l'utopie. Voilà. Quand on laisse les désirs, les seuls désirs, réguler la cité, hein, donc la main invisible ou la fable des abeilles, c'est pas beau à voir, quoi. C'est l'autre comme proie, comme moyen, instrumentalisation. Et c'est la création de l'économie politique. Son achèvement, plus exactement. On a vu le seul passage où il est un peu, où il prend, voilà, il désigne un peu ce que l'on pourrait peut-être un peu induire de toutes ces considérations anthropologiques de niveau très basique, puisque ça concerne des périodes avant le capitalisme, prédation, esclavagisme.